Un millionnaire a invité sa domestique la plus laide à une fête de luxe après avoir perdu un pari. Mais quand elle est arrivée, tout le monde a été choqué. Aux abords paisibles de la banlieue parisienne, entre des maisons modestes et des rues bordées de platanes, Élodie Martin vivait une vie discrète, presque invisible. À 32 ans, elle connaissait mieux que quiconque les recoins de la capitale, mais c'était dans le silence de la routine qu'elle avait trouvé son refuge. Chaque matin, elle quittait son petit appartement d'Argenteuil avant l'aube, traversant la Seine dans les premiers trains encore vides, jusqu'au cœur du 16e arrondissement, là où s'élevait la somptueuse demeure de Hugo de la Cour. Depuis 5 ans, Élodie y travaillait comme employée de maison. Personne ne savait vraiment d'où elle venait, ni ce qu'elle pensait. Elle parlait peu, toujours mesurée dans ses gestes et ses paroles. Sa peau pâle, ses lunettes à monture, épaisses, et ses vêtements stricts étaient devenus une sorte d'uniforme social qui lui collait à la peau autant que les jugements non dits. La plupart des invités de la maison, habitués aux dorures et à la superficialité des mondanités, ne lui accordaient qu'un regard furtif, parfois teinté de moquerie. Pourtant, derrière cette apparence jugée ingrate, se cachait un esprit affûté. Élodie observait. Elle notait les conversations, les habitudes, les alliances silencieuses entre les puissants qui défilaient chaque semaine sous les lustres de cristal. Elle avait cette capacité rare de s'effacer sans disparaître, d'exister sans s'imposer. Ses journées étaient rythmées par les tâches domestiques. Poussière sur les moulures, argenterie à faire briller, linge à repasser, repas à servir avec précision et discrétion. Et jamais un mot plus haut que l'autre. Dans la hiérarchie tacite du personnel, elle n'était ni la plus ancienne ni la plus proche de la direction. Mais elle inspirait un certain respect mêlé de distance. Elle ne participait pas au commérage, ne riait pas aux dépens des invités, ne se plaignait jamais. Les autres domestiques, intrigués par sa constance, la surnommaient parfois la « dame de brume », toujours présente, jamais vraiment là. Même Hugo de la Cour, pourtant maître des lieux, semblait la considérer comme un élément du décor, une silhouette en arrière-plan de son théâtre quotidien de luxe. Hugo, quant à lui, menait une vie à 1000 lieues de celle d'Élodie. À 39 ans, il avait bâti un empire dans l'immobilier de prestige. Son nom circulait dans les colonnes économiques. Son visage apparaissait sur les couvertures de magazines. Il incarnait le succès, la richesse affichée sans complexe. Chaque semaine, sa demeure accueillait des dîners somptueux, des réceptions éclatantes, où se mêlaient aristocratie vieillissante et fortune nouvelle. Élodie préparait tout cela sans jamais faire partie du tableau final. Elle effaçait les traces avant même qu'elles n'apparaissent, mais derrière son regard tranquille, Élodie gardait vivantes des pensées que personne ne soupçonnait. Chaque soir en rentrant chez elle, elle sortait un vieux carnet relié de cuir. Elle y notait ce qu'elle avait vu, entendu, compris. Elle lisait aussi beaucoup de tout, philosophie, économie, psychologie. Ce monde brillant qu'elle nettoyait chaque jour, elle le connaissait dans ses rouages intimes, bien plus que ne l'auraient imaginé ceux qui la croisaient sans la voir. Elle n'avait jamais cherché à briller, pas par humilité, mais parce qu'elle avait appris très jeune que certaines lumières brûlent plus qu'elles n'éclairent. Son visage, souvent qualifié de sévère, portait les marques d'une vie vécue avec intensité silencieuse, une vie de renoncements assumés, de choix mûris loin du tumulte. Et c'est dans ce calme apparent que tout allait commencer à changer. Car si Élodie avait appris à se taire, le monde autour d'elle, lui, allait bientôt devoir écouter. Non pas ses mots, mais sa présence. La présence d'une femme que tout le monde croyait connaître, mais que personne n'avait jamais vraiment regardée. À cet instant précis, dans la grande cuisine de marbre de la maison de la Cour, elle préparait le café du maître comme chaque matin. Rien ne laissait présager que dans quelques jours, son nom serait sur toutes les lèvres, que les regards changeraient et que la fête la plus attendue de l'année deviendrait le théâtre d'un bouleversement inattendu. Élodie, pourtant, le sentait. Dans les silences, dans les moqueries à demi-mot, dans les gestes mécaniques des autres. Quelque chose approchait, et elle, sans le savoir encore, s'y préparait depuis toujours. Un soleil tiède baignait la terrasse en marbre de la demeure de la Cour, reflétant la lumière sur les verres en cristal et les montres hors de prix. Les rires s'élevaient comme une mélodie faussement légère, ponctuée par le tintement des coupes de champagne et le bruissement des vêtements de créateurs. C'était un après-midi comme tant d'autres dans la vie de Hugo de la Cour,
entourée d'hommes et de femmes influents, profitant d'un luxe ostentatoire sans jamais en mesurer le vide. Autour de la table, un cercle restreint d'amis échangeaient blagues cyniques et anecdotes de conquête financière, savourant l'oisiveté offerte par leur fortune. Parmi eux, Marc Beaulieu, héritier de l'hôtellerie de luxe, et Léonard Durand, spécialiste des crypto-monnaies, lançaient des piques en direction de Hugo, habitué à tester son ego par provocation. Le sujet du jour, après quelques verres, dériva vers la fameuse soirée annuelle que Hugo organisait chaque printemps, un gala extravagant qui rassemblait le tout Paris mondain. La liste d'invités, tenue secrète jusqu'à la veille, suscitait toujours des paris officieux. Qui serait là, qui en serait exclu, quel scandale éclaterait? Et cette année, Hugo, qui aura l'honneur d'être la perle rare de ta soirée, lança Marc en coinçant un cigare entre ses dents. Peut-être un prince déchu, un influenceur banni, proposa Léonard en ricanant. Hugo, accoudé nonchalamment, sourit, sûr de son pouvoir. Il savait manipuler l'attention et dominer ses échanges comme on mène une partie d'échecs. Mais l'ennui le gagnait, un ennui d'homme trop sûr de ses pions. Alors, pour pimenter l'instant, il proposa une partie de poker improvisée. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Les jetons furent rapidement sortis, les règles établies à la hâte. Chaque main était une joute d'orgueil et l'enjeu se dessina au fil des blagues. Si tu perds, Hugo, tu invites la personne la moins appropriée possible à ton gala, dit Léonard avec un clin d'œil complice. Ta marque? Quelqu'un de totalement improbable, insista ce dernier. Tu sais, une invitée qui ferait fuir les caméras. Hugo rit. L'idée lui semblait ridicule, mais inoffensive. Confiant, il accepta avec cette légèreté propre aux hommes qui n'ont jamais eu à mesurer leurs pertes. La partie commença. Les cartes furent distribuées. Les mises montèrent. L'alcool flottait dans l'air, les regards étaient braqués sur les gestes de chacun. Et contre toute attente, Hugo perdit. Une main, une seule, suffisante. Un silence suspendu suivit sa défaite. Puis les rires fusèrent, gras, moqueurs, presque soulagés. Léonard frappa la table. « Alors, cher Hugo, tu tiens parole ? Qui sera l'élu ?» lança-t-il, le regard pétillant. Hugo, piqué dans son orgueil, ne voulut pas reculer. Il balaya la terrasse du regard, à la recherche d'une figure qui incarnerait cette improbabilité tant souhaitée. C'est à ce moment précis que ses yeux s'arrêtèrent sur une silhouette discrète, à travers les baies vitrées de la cuisine. Élodie Martin, concentrée sur le dressage d'un plateau de fruits frais. Ses lunettes, son chignon strict, son tablier immaculé, elle semblait figée dans une époque révolue. « Quelle ?» déclara Hugo en désignant Élodie du menton. « Ma domestique, la plus invisible de la maison. » Un éclat de rire général éclata, bruyant, cruel. On toasta en son honneur comme à un gag de génie. Personne ne songea un seul instant à l'impact de cette décision. Pour eux, elle n'était qu'un détail de fond, un objet de service soudain promu à une comédie sociale. « Parfait !» s'exclama Marc. « Ce sera l'événement de l'année. J'ai hâte de voir la tête de la presse quand elle descendra l'escalier. » Hugo, encore amusé, fit signe à son majordome. Qu'on lui transmette l'invitation, avec les mêmes honneurs que pour les autres invités. Le majordome acquiesça sans poser de questions, mais dans son regard passait une ombre, une hésitation. Élodie, dans la cuisine, entendit son nom sans comprendre d'abord le contexte. Lorsqu'on lui transmit l'invitation, solennelle, elle lut la carte sans sourciller. L'écriture dorée, sur le carton crème, annonçait sa présence au gala annuel de la Maison de la Cour en tant qu'invitée d'honneur. Elle leva les yeux. Personne ne riait autour d'elle, mais elle percevait les regards fuyants, les messes basses, l'atmosphère lourde de sous-entendus. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas un honneur, c'était une farce, une mise en scène, une humiliation, programmée. Et pourtant, sans une hésitation, elle répondit simplement « Très bien, j'y serai ». Le majordome, surpris, la fixa un instant avant d'incliner la tête. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi le personnel. Certains en furent choqués, d'autres amusés. Mais personne ne comprenait ce qui venait de se jouer dans le regard d'Élodie à cet instant précis. Elle n'avait ni rougi, ni pleuré. Elle avait accepté. Et dans cette acceptation, il y avait plus que de la soumission. Il y avait une promesse muette, une ligne invisible qu'elle venait de tracer. Le lendemain matin, la maison semblait fonctionner dans un état étrange, comme si une tension diffuse flottait dans l'air, imperceptible, mais bien réelle.
Les employés s'échangèrent des regards curieux, parfois rieurs, souvent moqueurs. Dans les couloirs aux tapis épais, les bruits d'aspirateurs et de porcelaine n'étaient plus les seuls sons audibles. Les murmures avaient pris une place inhabituelle. Tous parlèrent de la même chose, l'invitation. Dans son bureau, baigné par une lumière douce filtrée à travers des rideaux de lin, Hugo Delacour révisait des documents immobiliers. Il tentait de se concentrer, mais l'image d'Élodie, immobile avec cette fichue invitation entre les mains, refusait de quitter son esprit. Il ne comprenait pas. Il s'attendait à ce qu'elle refuse, qu'elle rougisse, bafouille, s'excuse même, ou qu'elle déchire le carton en affirmant qu'elle n'avait rien à faire dans ce genre d'événement. Ça aurait été plus logique, plus simple. Mais non. Elle avait accepté, sans poser de questions, sans même hausser un sourcil. Agacé par l'incertitude que cela réveillait en lui, Hugo appela Élodie à son bureau. Lorsqu'elle entra, il remarqua qu'elle ne montrait aucun signe d'émotion, ni excitation, ni crainte. Rien. Comme si elle venait lui remettre un rapport de nettoyage. Il la détailla un instant, cherchant une faille dans son attitude. « J'ai cru comprendre que tu avais accepté l'invitation pour le gala », dit-il en s'adossant à son fauteuil. « C'est exact », répondit-elle simplement. Son ton était neutre, poli, mais ferme. Elle ne cherchait ni à s'expliquer, ni à justifier quoi que ce soit. Cela déstabilisa Hugo. « Tu comprends bien ce que cela implique ?» poursuivit-il sur un ton qu'il voulait paternaliste. « Ce n'est pas un dîner de famille. C'est une réception très médiatisée, avec des personnalités importantes. Je le comprends très bien, monsieur Delacour. Il n'y avait pas de défi dans sa voix, pas de revendication, juste une clarté troublante. » Hugo se sentit soudain ridicule, comme un adolescent pris à son propre jeu. « Tu n'as pas peur que ce soit gênant, que tu ne sois pas à ta place ?» Élodie le fixa sans détour. « Ce n'est pas moi qui ai proposé ma présence, c'est vous qui l'avez imposée. Je n'ai fait qu'accepter. Et si vous pensez que ma présence sera gênante, peut-être auriez-vous dû réfléchir avant de faire ce pari. » Il se mordit l'intérieur de la joue. Personne ne lui parlait ainsi. Et pourtant, elle ne l'avait pas offensé. Elle avait simplement exposé un fait, avec calme, avec une autorité discrète, mais réelle. Il détourna le regard, feignant de consulter un dossier. « Très bien. Si tu insistes, sois prête pour 20 heures. Une voiture viendra te chercher. » Elle acquiesça, s'inclina légèrement, puis quitta la pièce. Une fois la porte refermée, Hugo resta un moment immobile. Quelque chose l'irritait, sans qu'il sache exactement quoi. Peut-être était-ce l'idée que son contrôle sur la situation lui échappait, ou peut-être la sensation nouvelle que cette femme qu'il n'avait jamais vraiment regardée n'était pas celle qu'il croyait. Dans les jours qui suivirent, les conversations entre les employés prirent des airs de théâtre. Chacun avait sa théorie sur les raisons du « oui » d'Élodie. Certains parlèrent de revanche, d'autres d'orgueil blessé. Quelques-uns évoquaient même une étrange stratégie de séduction. Mais Élodie, elle, ne disait rien. Elle accomplissait ses tâches comme à l'accoutumée, ni plus rapide, ni plus lente. Elle ne cherchait pas à se justifier, ni à commenter l'événement. À venir, seule une chose avait changé, sa démarche. Elle ne rasait plus les murs. Elle marchait droit, la tête haute, les épaules détendues. Ce n'était pas de la fierté. C'était autre chose. Une forme de présence que personne ne lui connaissait. Une manière d'occuper l'espace sans s'excuser. Un après-midi, alors qu'elle sortait des cuisines avec un plateau de vaisselle, elle croisa Claire, l'une des jeunes gouvernantes. Celle-ci, incapable de contenir sa curiosité, lui lança d'un ton mi-rieur, mi-envieux. « Tu dois avoir trouvé ça flatteur, non? Être invité comme ça, par surprise ?» Élodie s'arrêta une fraction de seconde, puis, sans sourire, elle répondit « Je n'ai jamais eu besoin d'invitation pour savoir qui je suis. » Et elle repartit, laissant Claire figée, les yeux écarquillés. Peu à peu, une atmosphère étrange s'installa dans la maison. Ceux qui riaient au début commencèrent à s'interroger. Pourquoi ne réagissait-elle pas comme prévu? Pourquoi ne semblait-elle ni heureuse ni offensée? Et surtout, qu'allait-elle faire le soir du gala? Dans la tête d'Hugo, la question tournait en boucle. Ce qui n'était au départ qu'un pari absurde prenait une tournure inattendue. Il n'avait jamais prêté attention à Élodie. Pour lui, elle faisait partie du décor, un visage de plus dans cette maison qu'il croyait entièrement sous son contrôle.
Mais désormais, ce visage le hantait, non pas parce qu'il était laid, mais parce qu'il échappait à toutes ses règles. Dès le lendemain de son acceptation, quelque chose de subtil mais profond sembla se mettre en marche en Élodie. Rien de spectaculaire, rien de visible à l'œil inattentif, mais une transformation lente, méthodique, presque imperceptible aux yeux de ceux qui continuaient à la considérer comme invisible. Pourtant, en elle, un mouvement ancien s'était réveillé. Un instinct enfoui sous des années de silence et de routine mécanique se redressait lentement, comme une mémoire retrouvée. Elle ne changea ni de ton ni d'attitude dans ses fonctions. Elle accomplissait toujours ses tâches avec la même précision, mais dès qu'elle avait du temps libre, ces moments rares entre la lessive et la préparation des repas, elle quittait discrètement la maison de la cour. Elle ne prenait pas le métro ni les grands boulevards. Elle marchait longtemps jusqu'à atteindre Montmartre, ses ruelles pavées, ses ateliers oubliés et ses échoppes discrètes. Là, dans une boutique dont la devanture fanée portait le nom effacé d'un ancien tailleur, elle entra sans frapper. Le vieil homme qui y travaillait, assis sur un tabouret, leva les yeux, surpris. Ses mains, calleuses et précises, tenaient une aiguille comme un chef d'orchestre. Lorsqu'il la reconnut, un sourire discret se dessina. « Élodie Martin, je me demandais quand tu franchirais à nouveau cette porte. J'ai besoin de ton aide, dit-elle, simplement. » Il ne posa aucune question. Il lui montra un siège. Elle s'assit. Ensemble, sans précipitation, ils évoquèrent ce qu'elle cherchait. Pas une robe de gala, pas une illusion. Elle voulait quelque chose qui corresponde à ce qu'elle était, mais que personne n'avait jamais voulu voir. Le tailleur comprit. Il prit ses mesures avec minutie, nota chaque détail avec une concentration silencieuse. Le tissu fut choisi avec soin, une matière sobre mais noble, sans fioritures, sans artifice. Chaque couture serait un manifeste, chaque pli un refus de se conformer aux attentes. Durant les jours suivants, Élodie revint plusieurs fois à l'atelier souvent tard après ses heures de travail. Elle ne parlait pas beaucoup, elle observait, elle écoutait, et parfois, elle fermait les yeux, laissant ses doigts parcourir les tissus comme s'ils racontaient une histoire. Celle qu'elle n'avait encore jamais eu le droit de dire. Mais sa métamorphose ne s'arrêtait pas là. Elle se rendit également dans une petite librairie du quartier latin, où elle retrouva un vieil ami de l'université. Il s'appelait Thomas, un libraire à la barbe poivre et sel et aux lunettes rondes. Il ne s'était pas vu depuis presque une décennie. Lorsqu'elle entra, il la dévisagea un instant, puis la reconnut. Il s'approcha sans un mot et la prit dans ses bras. Ce fut bref, mais sincère. « Tu es revenu, dit-il. »« Pour quelques jours seulement, répondit-elle. Ils discutèrent longtemps assis à l'arrière de la librairie, entourés d'ouvrages anciens. Elle lui parla du gala sans entrer dans les détails. Il ne jugea pas. Il lui donna quelques livres en cadeau. Des essais sur la perception sociale, des récits de femmes oubliées de l'histoire, des textes philosophiques. Elle les lut chaque soir entre minuit et l'aube, dans son petit appartement à la lumière d'une lampe ternie. Et pendant ce temps, à la maison de la cour, les préparatifs du gala s'intensifiaient. Hugo donnait des ordres, coordonnait, les équipes validaient les derniers noms de la liste d'invités. Mais dans ses pensées, toujours, revenait l'image d'Élodie. Il l'observait parfois à distance, lorsqu'elle traversait le hall ou qu'elle apportait un plateau dans le salon. Il sentait une tension nouvelle, un trouble qu'il ne savait nommer. Ce n'était pas de l'attirance, ce n'était pas de la culpabilité. C'était autre chose, une sensation de perte imminente, d'opportunité qu'il n'avait jamais su saisir. Plus les jours passaient, plus il sentait le contrôle lui échapper. Ce gala qu'il avait toujours orchestré comme un chef-d'œuvre de mise en scène lui semblait désormais fragile. Il craignait ce que cette soirée allait révéler, non seulement d'Élodie, mais de lui-même. Élodie, elle, ne se préoccupait pas des regards. Elle avançait. Chaque geste de préparation était un acte d'affirmation. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle ne cherchait pas à éblouir. Elle voulait simplement exister pleinement, sans se diminuer pour rendre les autres confortables. Et au fond d'elle, une certitude grandissait. Ce qu'elle allait porter, ce soir-là ne serait pas un déguisement. Ce serait un dévoilement. Non pas pour se transformer en quelqu'un d'autre, mais pour montrer, enfin, qui elle était depuis toujours. La nuit du gala s'annonçait comme un événement parmi les plus fastueux de l'année.
Les voitures de luxe affluaient déjà à l'entrée de la demeure de la cour, où des employés en livrée guidaient les invités jusqu'au tapis rouge déroulé sur les marches du perron. Des flashs éclataient, capturant robes étincelantes, bijoux dispendieux et sourires calculés. L'atmosphère exudait richesse, pouvoir, ambition. La haute société parisienne s'était donné rendez-vous dans ce temple de marbre et de dorure pour une nuit d'excès savamment chorégraphiée. À l'intérieur, le grand salon brillait sous les lustres et l'orchestre à cordes installé dans la mezzanine faisait résonner une valse de Strauss, ajoutant une couche d'élégance à l'ensemble. Hugo, vêtu d'un smoking noir parfaitement ajusté, saluait ses invités avec l'assurance d'un maître de cérémonie. Son sourire était impeccable, mais son regard fuyait souvent vers la grande porte. Il attendait, ou plutôt, il redoutait. Le personnel, bien que dissimulé dans l'ombre, retenait son souffle. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Élodie Martin serait présente, non en tant qu'employée, non pour servir les canapés ou nettoyer les verres, mais comme invitée. Une pensée qui, quelques jours plus tôt, aurait semblé absurde. Et pourtant l'heure approchait. Puis un murmure traversa l'assistance, lent comme un frisson. Elle arrivait. Les conversations se figèrent, les verres furent suspendus à mi-chemin des lèvres, les rires se turent. Tous les regards convergèrent vers le grand escalier qui menait au hall d'entrée. Les pas résonnaient doucement sur les marches de marbre. Et soudain elle apparut, Élodie. Elle ne portait ni paillettes, ni extravagance. Sa robe était d'un bleu nuit profond, coupée avec une précision telle qu'elle semblait sculptée pour elle seule. Une ligne épurée, un tombé, parfait. Une matière noble mais sans ostentation. Ses cheveux, relevés avec sobriété, laissaient apparaître la finesse de son port de tête. Ses lunettes avaient disparu, remplacées par un maquillage discret qui mettait en valeur la clarté de son regard. Mais ce qui frappa le plus, ce ne fut ni la tenue, ni la silhouette. Ce fut sa démarche. Une lenteur assurée, une gravité, tranquille. Elle descendait les marches comme si elle lui appartenait. Dans la salle, un silence absolu régna pendant de longues secondes, le genre de silence que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent acheter. Ce n'était pas l'étonnement d'une métamorphose, c'était la reconnaissance d'une présence. Élodie n'était pas une surprise, elle était une évidence que personne n'avait su voir jusqu'alors. Hugo, figé, la fixait sans parvenir à détourner les yeux. Son cœur battait plus fort qu'il ne l'aurait admis. Il ne la reconnaissait pas et en même temps, il comprenait qu'il ne l'avait jamais réellement regardée. Elle n'avait pas changé. C'était le regard de tous ceux autour d'elle qui avait changé. Elle ne chercha pas son regard. Elle ne chercha celui de personne. Elle avança calmement comme si elle avait toujours appartenu à cet univers. Son visage n'exprimait ni défi ni gêne. Il exprimait la sérénité de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Les invités, un à un, reprirent leurs esprits. Quelques-uns échangèrent des murmures étouffés, d'autres baissèrent les yeux, soudain conscients de leur propre superficialité. Certains, intrigués, faisaient mine de la reconnaître sans se souvenir d'où. Élodie les salua d'un hochement de tête poli, sans excès, sans froideur. Elle n'était pas là pour se venger ni pour éblouir. Elle était là pour exister, tout simplement. Léonard Durand, l'un des auteurs du Paris initial, tenta un sourire approbateur, un geste de connivence hypocrite. Elle l'ignora, pas par mépris, mais parce qu'il ne méritait pas d'être inclus dans le moment qu'elle vivait. Puis un serveur s'approcha pour lui proposer une coupe de champagne. Elle prit le verre, le remercia et se dirigea vers le centre du salon, où la foule s'écarta presque naturellement. Un cercle invisible se forma autour d'elle, non par exclusion, mais par respect. Hugo, toujours immobile, sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Ce n'était pas de la honte, c'était plus complexe, un mélange de fascination, de confusion et de regret anticipé. Il aurait voulu dire quelque chose, aller vers elle, mais il resta là, incapable de bouger, témoin d'un moment qu'il n'avait pas su prédire. La musique reprit, mais avec une intensité nouvelle, comme si même l'orchestre avait perçu le changement dans l'air. La fête avait commencé. Et sans que personne ne le formule, chacun savait que ce soir-là, c'était Élodie Martin qui en serait le cœur battant. Le salon, bien que revenu à son animation apparente, portait encore l'écho du silence que l'entrée d'Élodie avait imposé. Les conversations avaient repris, certes, mais avec une cadence moins frivole. Les regards continuaient de la suivre, certains avec incrédulité, d'autres avec une curiosité qu'ils ne parvenaient plus à dissimuler. Élodie, elle,
évoluait dans cette mer de luxe et d'arrogance comme une silhouette irréductible. Elle ne cherchait pas à se fondre, encore moins à se faire remarquer. Elle était là, pleine et entière. Près du buffet central, un homme se tenait à l'écart. Grand, cheveux grisonnants, costume parfaitement taillé dans une laine italienne, il observait Élodie avec l'intérêt méthodique de ceux qui sont habitués à scruter les détails qui échappent aux autres. Il s'appelait Viktor Engel, un investisseur allemand renommé dans les projets à impact social. Son regard perçant, habitué au salon doré de l'Europe, semblait percevoir en elle autre chose qu'un simple mystère mondain. Lorsque leurs regards se croisèrent, il s'approcha sans détour, une coupe de champagne à la main. « Permettez que je me présente », dit-il en français avec un léger accent. « Viktor Engel. Et vous êtes la seule personne dans cette pièce qui semble ne pas porter de masque. » Élodie le fixa un instant. Elle n'était pas surprise mais intriguée. Elle hocha la tête doucement. « Élodie Martin. »« Enchantée, mademoiselle Martin. Votre entrée a fait plus d'effet que les feux d'artifice du Nouvel An à Berlin. » lança-t-il avec un demi-sourire. Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « Je n'ai rien fait de spectaculaire. J'ai seulement accepté une invitation. » « Justement, c'est ce qui est spectaculaire. » Il l'invita à s'asseoir sur une banquette près de la verrière. Le tumulte du salon semblait s'atténuer à mesure qu'ils échangeaient. Victor ne parlait pas pour impressionner, mais pour comprendre. Et Élodie, sans livrer plus que nécessaire, répondit avec une aisance calme. « Vous êtes donc employé, ici, depuis longtemps ? » « 5 ans, j'ai commencé après une décision difficile. Ma mère était malade, il fallait la soigner, et je ne pouvais plus rester à l'université. » Victor fronça légèrement les sourcils. « Université ? Dans quel domaine ? » « Lettres modernes et sciences sociales. J'étais en master quand elle a été diagnostiquée. J'ai tout laissé pour m'occuper d'elle. Et j'ai trouvé cet emploi stable, silencieux. Il ne dit rien immédiatement. Puis il reprit. « Et pourtant, vous parlez comme quelqu'un qui n'a jamais cessé d'apprendre. » Elle inclina la tête. « Apprendre ne dépend pas d'un diplôme, mais d'une volonté. J'ai lu, observé, écouté. J'ai vu plus de choses depuis les coulisses que certains invités de ce salon n'en verront jamais dans leur vie publique. » Victor sourit, un sourire sincère, presque admiratif. C'est rare de croiser une telle lucidité dans un lieu aussi creux. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement, et peu à peu la conversation s'élargit. Elle évoqua Hannah Arendt, Simone Weil, mais aussi les dynamiques du pouvoir domestique, les rapports de classe dans les grandes maisons européennes et l'hypocrisie silencieuse du service invisible. Victor était captivé, non par une éloquence théâtrale, mais par la clarté tranchante de ses idées, par la cohérence entre ses mots et son être. Autour d'eux, les invités les observaient du coin de l'œil. Certains tentaient de s'approcher, mais Victor les tenait à distance d'un simple regard. Hugo, de l'autre côté de la pièce, les voyait. Il voyait surtout Élodie parler, rire légèrement, hausser les sourcils comme elle ne l'avait jamais fait en 5 ans de service. Il ressentit un mélange de trouble et de malaise. Qui était cette femme ? Pourquoi n'avait-il jamais su qu'elle était cela ? Une rumeur commença à circuler. Qui était ce mystérieux monsieur Engel ? Et pourquoi parlait-il si longuement avec une ancienne employée ? Certains supposèrent un jeu de séduction. D'autres, plus lucides, comprirent qu'il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de reconnaissance, de 2 esprits qui se trouvaient dans un espace saturé de superficialité. « Vous ne comptez pas retourner à l'université ?» demanda Victor. « Je ne sais pas. Je pense que je suis allé plus loin en dehors que ce que j'aurais appris dedans. Et je n'ai plus besoin d'un cadre pour me définir. »« Non, vous êtes un cadre à vous seul. » Elle sourit, cette fois franchement. C'était peut-être le plus beau compliment qu'elle ait reçu. Au bout d'un moment, Victor se leva et lui proposa de continuer la discussion un autre jour, dans un cadre plus calme. Elle accepta. Lorsqu'il partit saluer d'autres invités, Élodie resta seule un instant, le regard posé sur le jardin éclairé par les lanternes. Elle savait que cette conversation venait de changer quelque chose. Pas pour elle, mais pour ceux qui l'avaient toujours réduite à une fonction. Et dans le salon, le monde avait basculé d'1 millimètre, un seul, mais suffisant pour que plus rien ne soit jamais tout à fait comme avant. Le dîner, moment central de la soirée, avait été soigneusement orchestré par Hugo et son équipe.
3 longues tables s'étendaient sous la verrière principale, nappées de lin ivoire, décorées de centres de table floraux discrets mais somptueux. Les assiettes en porcelaine fine, les couverts en argent massif et les verres de cristal formaient un ensemble qui impressionnait même les plus blasés. Tout avait été prévu pour que la soirée soit parfaite, comme chaque année. Tout, sauf l'inattendu, Élodie Martin. Lorsqu'elle prit place à la table d'honneur, sur décision personnelle de Victor Engel, qui avait explicitement exigé qu'elle soit à ses côtés, un nouveau frisson parcourut les convives. Les murmures se multiplièrent, cette fois plus discrets, mais plus insistants. Certains invités, connus pour leur verbe acerbe, se contentèrent de la fixer avec un mélange d'hésitation et de prudence. Car depuis son arrivée, Élodie avait modifié quelque chose de fondamental dans la dynamique de la soirée. Elle était devenue un centre de gravité. Durant le repas, les discussions prirent une tournure inattendue. Là où l'on parlait habituellement d'acquisition, de profit et de destination de vacances, on évoqua autour d'elle la notion de mérite, l'importance du service, domestique dans les structures sociales, la valeur du savoir silencieux. Élodie ne monopolisait pas la parole. Elle intervenait avec justesse, sans jamais écraser ses interlocuteurs. Mais chaque phrase prononcée avait un poids que personne ne semblait pouvoir ignorer. Face à elle, une galeriste renommée lui demanda, curieuse, « Vous avez donc étudié la sociologie, n'est-ce pas? Vous en parlez avec une telle précision. » « Oui, mais j'ai surtout appris en travaillant ici, dans les marges de cette maison. Ce qu'on y perçoit dit bien plus sur notre époque que n'importe quel colloque universitaire. » Un murmure d'approbation parcourut la table. Même ceux qui, auparavant, l'ignoraient superbement, se mirent à lui poser des questions. Des regards admiratifs commencèrent à remplacer les sourires condescendants. Pour la première fois, Élodie n'était pas vue comme une curiosité, mais comme une voix qu'on voulait entendre. Et au bout de la table, Hugo observait. Il avait bu plus que d'habitude. Pas au point de perdre la raison, mais assez pour ressentir un vertige inhabituel. Il voyait les regards, entendait les rires sincères et constatait impuissant que cette femme qu'il avait toujours considérée comme un élément décoratif de sa maison était en train de devenir le centre d'un monde qu'il ne maîtrisait plus. Il avait l'habitude d'être le phare de ses soirées. Cette fois, il n'était qu'un satellite, une figure floue. Sa fourchette tournait dans son assiette, sans qu'il ne mange. Il scrutait Victor, assis près d'elle, riant à ses remarques, penchant la tête pour écouter ses anecdotes. Et une chaleur étrange monta dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était une forme d'inconfort profond, presque existentiel. Il ne reconnaissait plus l'architecture sociale qu'il avait bâtie. Il ne se reconnaissait plus lui-même. Lorsqu'un invité plus jeune, un entrepreneur de la tech, s'approcha de la table pour saluer Élodie, Hugo eut un sursaut intérieur. Le jeune homme s'inclina légèrement, la complimenta sur sa réflexion autour du capital humain et lui proposa même une carte de visite. Elle la prit, sans vanité, et le remercia avec élégance. Hugo serra les dents. Il comprenait enfin ce que signifiait être périphérique. Puis, au moment du dessert, un léger incident vint souligner son malaise. Une journaliste culturelle, bien connue pour ses critiques acerbes, s'approcha pour poser une question à Élodie, à demi-voix, pensant sans doute faire de l'esprit. « Et dites-moi, mademoiselle Martin, avez-vous suivi des cours de maintien ou cette grâce vous est-elle venue en cirant les parquets ?» Un silence glacial s'abattit sur la table. Même l'orchestre, par un hasard malicieux, s'arrêta quelques secondes à ce moment précis. Élodie tourna lentement la tête vers la journaliste, la fixa calmement. « Non, je crois que cette grâce vient de ma mère. Elle m'a appris que l'élégance, c'est de savoir où poser son regard. Vous en êtes encore à chercher. » La réplique, douce mais tranchante, résonna comme une gifle feutrée. Quelques convives échappèrent un rire nerveux. La journaliste rouge s'éclipsa en silence, et Hugo, qui d'ordinaire aurait ri de bon cœur, sentit une sueur froide lui couler dans le dos, car à ce moment précis, il comprit que le jeu avait changé, qu'il n'était plus celui qui distribuait les cartes, mais un joueur parmi d'autres, incapable de lire la main des autres, et que la personne qu'il pensait maîtriser, Élodie, la petite employée effacée, était désormais celle que tout le monde regardait avec admiration, respect et peut-être un peu d'amour. Le dîner s'acheva dans un mélange de fébrilité et de fascination.
Les invités restaient plus longtemps à table que d'habitude. Le vin coulait encore, mais les rires avaient changé de ton. Ils étaient moins creux, plus attentifs. Élodie, elle, restait égale à elle-même, ni grisée ni surprise, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. La soirée avançait, enveloppée dans une atmosphère à la fois feutrée et électrisante. Les invités, toujours, sous l'effet de la présence inattendue d'Élodie, semblaient plus attentifs que jamais à chaque mouvement, chaque conversation, chaque rire discret. Le salon, habituellement peuplé de bavardages creux, vibrait désormais d'une énergie nouvelle, dense, presque intellectuelle. Des débats s'élevaient çà et là, nourris par les propos qu'Élodie avait tenus pendant le dîner. On citait son nom comme une référence, presque une autorité. Victor Engel, quant à lui, ne la quittait pas d'une semelle. Il introduisait Élodie à ses contacts avec Naturel, comme s'il la connaissait depuis des années. Il parlait d'elle comme d'une collègue, d'une intellectuelle, d'une femme dont la voix méritait d'être entendue au-delà des murs d'une cuisine. Les invités les plus influents buvaient ses paroles et tendaient l'oreille aux réponses d'Élodie avec une concentration rare. Au fond de la pièce, Hugo Delacour, pourtant maître des lieux, n'était plus qu'un figurant dans son propre théâtre. Il saluait distraitement, acquiesçait aux flatteries mécaniques, mais son regard ne cessait de revenir vers le centre du salon, vers elle. Il se sentait dépossédé. Élodie avait renversé l'équilibre de son monde sans violence, sans mots durs, simplement par sa présence, par l'évidence qu'elle imposait. Et dans cette désorientation croissante, Hugo se réfugia dans les verres. D'abord un, puis deux, puis trois. Du vin, du cognac, du champagne. À mesure que l'alcool embrumait son esprit, une envie pressante montait en lui. Reprendre le contrôle, reprendre sa place, faire taire ce malaise qui le rongeait. Alors, lorsqu'il vit Élodie au centre d'un petit cercle de convives, Victor à ses côtés, une galeriste et un éditeur allemand en face, il s'approcha. Un sourire trop large, un regard trop brillant. Il s'imposa dans la conversation avec la désinvolture de ceux qui ont toujours cru que leur simple présence suffit à tout recentrer autour d'eux. « Je vois que notre Élodie nationale a conquis le monde », lança-t-il d'un ton qu'il voulait léger. Le cercle se tourna vers lui. Élodie, droite, le fixa sans hostilité mais sans chaleur. Victor, lui, arqua un sourcil, légèrement interloqué par cette entrée en scène. « Quelle ironie tout de même », poursuivit Hugo en haussant la voix. Il a fallu une simple farce pour révéler une perle rare, comme quoi, même dans les cuisines, on trouve parfois des trésors cachés. Un silence pesant tomba. L'humour forcé, l'intention déguisée, la condescendance mal dissimulée, tout cela éclata dans l'air comme une bulle de savon trop pleine. La galeriste détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. L'éditeur se racla la gorge. Et Victor, impassible, posa sa main sur le dossier du fauteuil d'Élodie sans rien dire. Un geste simple mais chargé de soutien. Élodie, elle, ne baissa pas les yeux. Elle se leva lentement, posa sa coupe sur la table basse et s'adressa directement à Hugo. Ce n'était pas une farce, monsieur Delacour, c'était une invitation. Et vous avez bien fait de la maintenir. Le plus ironique dans tout cela, ce n'est pas ma présence. C'est que vous soyez le seul ici à ne pas comprendre ce qui se passe. Elle parla calmement, sans agressivité, mais chaque mot était un miroir tendu, sans tremblement. Hugo, pris au dépourvu, resta bouche close. Aucun rire ne vint souligner sa tentative d'humour. Aucun regard complice ne lui fut adressé. Il était seul dans son erreur. Victor, après une pause maîtrisée, ajouta d'un ton neutre mais ferme « On ne découvre pas un diamant en le jetant dans la boue, on le reconnaît en le regardant avec attention. » Ce soir, monsieur Delacour, c'est vous qui êtes aveugle. L'impact fut immédiat. Plusieurs invités, comprenant la portée de ce qui venait de se passer, s'éloignèrent discrètement. Un malaise diffus parcourut l'assemblée. L'air vibrait d'un silence oppressant, celui qui suit une chute inattendue, un glissement de masque. Hugo Blême se tourna sans un mot et quitta le cercle. Il se réfugia dans un petit salon adjacent, où il fit mine de consulter son téléphone. Mais il ne lut rien. Il s'assit, le souffle court, le visage figé. Pour la première fois depuis des années, il avait perdu pied devant ses pairs. Et pas à cause d'un scandale financier, ni d'un revers de carrière. À cause d'un mot de trop, d'un jugement mal formulé, d'une vérité qu'il n'avait pas su voir. Dans la pièce principale, Élodie reprit place. Le cercle se reforma autour d'elle.
cette fois encore plus compacte, plus concentrée. Les discussions reprirent, mais avec une gravité nouvelle. Plus personne ne riait pour combler les silences. Chacun parlait avec intention, écoutait avec respect. Et pendant ce temps, Hugo seul comprenait que ce gala qu'il avait conçu comme une vitrine de sa puissance devenait le théâtre de sa remise en question. Une scène qu'il n'avait ni prévue ni souhaitée, mais dont il ne pouvait détourner le regard. Le lendemain du gala, Paris s'éveilla dans une lumière pâle, grise et calme. Mais dans les rédactions des magazines mondains, des blogs d'opinion et des rubriques culturelles, c'était l'effervescence. Tous les regards se tournaient vers un nom jusque-là inconnu du grand public, Élodie Martin. Les journalistes, friands de récits inattendus, flairaient l'histoire d'une Cendrillon moderne. Mais très vite, ils comprirent que ce conte-là n'était pas fait de magie ni de fées. Il était tissé de silence, de choix douloureux et d'une intelligence longtemps ignorée. L'un des premiers articles parus portait un titre sobre mais percutant. « La femme que personne n'avait vue ». Le journaliste, présent à la soirée, avait été témoin de l'échange glacial entre Hugo et Élodie. Il avait vu les visages se transformer, les postures s'ajuster, les regards changer d'axe. Et il avait décidé de creuser. En quelques heures, les premières informations affluèrent. On découvrit qu'Élodie Martin avait été major de sa promotion en licence de lettres modernes à l'université Paris Diderot, qu'elle avait poursuivi un master en sciences sociales orienté vers les rapports de pouvoir dans les structures domestiques. Son mémoire, jamais publié mais conservé par un de ses anciens professeurs, portait un titre révélateur, « Le service invisible, quand le quotidien devient politique ». Un document de 150 pages, rigoureux, engagé et brillamment rédigé. Mais ce parcours fut brutalement interrompu lorsque sa mère tomba gravement malade. Sans famille proche, sans aide suffisante, Élodie prit la décision de tout abandonner pour s'occuper d'elle. Elle trouva un emploi stable, discret, dans une maison bourgeoise du 16e arrondissement, celle de Hugo Delacour. Pendant les 5 années suivantes, elle travailla sans relâche. Le jour, elle nettoyait, servait, rangeait. La nuit, elle lisait. Elle apprit seule plusieurs langues, l'allemand, l'italien, un peu de russe. Elle s'abonna à des revues universitaires, suivit des conférences en ligne, annota des ouvrages théoriques. Elle n'avait plus de statut académique, mais elle n'avait jamais cessé d'être une intellectuelle. L'histoire se propagea rapidement. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes réagirent. Des jeunes femmes partagèrent leur admiration, des anciens camarades d'université confirmèrent ses qualités, certains se rappelant même qu'elle corrigeait leurs travaux en marge de ses propres recherches. On parla d'injustice sociale, de talent enterré, de la capacité d'une société à réduire l'individu à son apparence et à sa fonction. Dans les cercles proches de Hugo, la réaction fut plus trouble. Plusieurs associés le contactèrent pour comprendre ce qui s'était passé. Certains, inquiets pour l'image publique du groupe Delacour, le pressèrent de réagir. D'autres, plus cyniques, y virent une opportunité médiatique. Mais Hugo, enfermé chez lui, ne répondit à aucun appel. Il avait passé la matinée à lire les articles, les commentaires, les analyses. Il avait lu le titre du mémoire d'Élodie au moins 10 fois. Et à chaque lecture, un nœud se resserrait un peu plus dans sa gorge. Ce qu'il découvrait, ce n'était pas simplement un passé qu'il ignorait. C'était une réalité qu'il avait refusé de voir. Pendant 5 ans, elle avait été là, dans sa maison, à portée de voix, et il ne l'avait jamais écoutée. Il l'avait classée, comme tant d'autres, dans une case figée, employée, silencieuse, négligeable. Et aujourd'hui, il découvrait que sous cette surface qu'il croyait terne, se cachait une richesse humaine et intellectuelle infiniment supérieure à ce qu'il voyait chaque jour dans ses réunions d'affaires. Un de ses associés, plus courageux, finit par lui dire ce que d'autres pensaient tout bas. « Hugo, ce que tu as fait à cette femme va te suivre longtemps, mais ce que tu fais maintenant peut peut-être inverser le regard. » Pendant ce temps, Élodie, elle, restait discrète. Elle ne donnait pas d'interview, ne répondait à aucun journaliste. Elle continuait de travailler comme si rien n'avait changé. Mais dans la maison de la cour, quelque chose avait bel et bien changé. Les regards des autres employés avaient évolué. Ceux qui jadis murmuraient sur son dos baissaient désormais les yeux lorsqu'elle passait. D'autres, plus sincères, l'approchaient pour lui dire d'une voix basse « On savait que vous étiez différente, mais pas à ce point. » Elle ne répondait pas,
pas par mépris, mais parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Ce qu'elle avait été pendant 5 ans ne demandait pas d'excuses. C'était un choix, un sacrifice, une forme de fidélité silencieuse. Et pendant que le monde redécouvrait son nom, elle relisait ses carnets. Ceux où elle avait noté les comportements, les conversations, les attitudes, elle y retrouvait les mots qui l'avaient fait tenir, les pensées qui l'avaient aidé à ne pas se dissoudre. Et elle sut, avec une clarté nouvelle, que tout ce chemin l'avait préparé à ce moment. Pas celui du gala, mais celui d'après, celui où elle n'aurait plus à se taire. 3 jours après le gala, alors que les échos de la soirée continuaient de se répandre dans les cercles parisiens et au-delà, Élodie reçut une enveloppe marquée d'un sceau doré. Déposée par coursier dans son petit appartement d'Argenteuil, elle se détachait des autres courriers, ses factures habituelles, ses publicités anonymes. Elle l'ouvrit sans empressement, avec la même précision calme qu'elle appliquait à toute chose. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. L'écriture était droite, élégante, soignée. Elle reconnut immédiatement le nom du signataire, Victor Engel. Il l'invitait à un entretien privé dans ses bureaux de Genève pour discuter d'une possible collaboration dans le cadre d'un projet humanitaire en Afrique du Nord. Il précisait qu'il ne s'agissait pas d'un poste subalterne, mais d'un rôle de consultante principale sur les dynamiques sociales et les stratégies de formation communautaire. Il parlait de son passé, de son intelligence, mais surtout de sa capacité à naviguer entre les mondes. Cette lettre n'était pas un simple geste d'estime, c'était une proposition concrète, une porte. Et cette fois, Élodie n'était pas de l'autre côté. Elle posa la lettre sur la table et ferma les yeux. Pas de joie débordante, pas de cri de victoire. Juste un long silence intérieur, comme un souffle retenu depuis des années et qui, enfin, trouvait une issue. À la même heure, dans les étages supérieurs de la tour de la cour immobilier, Hugo vivait une tempête silencieuse. Les derniers jours avaient été un enchaînement d'appels tendus, de réunions urgentes, de tensions internes. Ses associés, les plus influents, soucieux de l'image de l'entreprise, exigeaient un repositionnement clair. « Tu dois redresser la perception publique, Hugo. Ce n'est pas une affaire de fierté, c'est une affaire de survie. La presse nous décrit comme une forteresse arrogante, sourde à la réalité sociale, » lui lança une directrice marketing. « Ce que tu as dit à Élodie n'est pas qu'une maladresse, c'est devenu un symbole. » Et le mot revenait sans cesse, symbole. Élodie Martin était devenue le miroir d'une société enfermée dans ses castes modernes, et lui, Hugo, l'illustration parfaite de son aveuglement. Il commença à comprendre que cette affaire n'était pas une simple secousse d'image. C'était une faille profonde dans sa manière d'être, dans ses fondations même. Alors, poussé autant par la pression que par une forme nouvelle de lucidité, il prit une décision. Il convoqua une réunion avec son conseil d'administration et présenta un projet inédit. Une réforme des politiques internes de l'entreprise. Création de bourses pour les enfants de personnel domestique, programme de formation en entreprise, destiné aux travailleurs invisibles, partenariat avec des ONG axés sur la réinsertion sociale. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans une société plus juste. Nous avons tous, moi en premier, besoin de réapprendre à voir ce que nous avons choisi d'ignorer. La salle resta silencieuse quelques secondes, puis des hochements de tête, quelques regards sceptiques, mais plus encore de l'attention. Certains comprirent qu'il parlait avec une voix qu'ils n'avaient encore jamais entendue chez lui. Mais ce changement ne venait pas de nulle part. Il venait d'elle, d'Élodie. Quelques jours plus tard, Hugo, vêtu sobrement, se présenta à l'appartement d'Élodie. Il avait appris l'adresse par l'ancien majordome, non sans hésitation. Il n'avait pas prévu de discours. Il ne savait même pas s'il serait accueilli. Il n'avait aucune garantie. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne lui semblait pas insurmontable. Élodie ouvrit la porte. Il la salua sans un mot, le regard posé, sincère. Elle le fit entrer. L'appartement était modeste mais clair, des livres partout, une petite plante sur le rebord de la fenêtre et une odeur de thé noir flottant dans l'air. Il s'assit sur le canapé qu'elle lui indiqua. Le silence s'installa un instant, puis il parla. « J'ai reçu un message de Victor. Il m'a dit qu'il vous avait fait une offre. C'est une très belle opportunité. » Elle acquiesça. « Je n'ai pas encore répondu. » Il baissa les yeux. « J'ai été aveugle, pas seulement pendant la soirée, mais pendant toutes ces années. J'ai jugé, j'ai réduit.
J'ai ri là où j'aurais dû écouter. Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle dit « Vous n'avez pas été le seul, mais vous avez été le plus visible. » Il hocha la tête. Il méritait cette phrase, et peut-être pire. « Si vous acceptez cette offre, poursuivit-il, sachez que je soutiendrai votre projet, officiellement, financièrement s'il le faut, non pas pour vous remercier, mais parce que ce que vous représentez aujourd'hui est plus grand que tout ce que j'ai bâti. » Elle le regarda longtemps, et dans ses yeux, il ne lut ni colère ni mépris. Juste cette lucidité tranquille, cette force silencieuse qu'il avait trop longtemps ignorée. « Je ne sais pas encore si je vais accepter, dit-elle, mais si je pars, ce ne sera pas pour m'éloigner de vous, ce sera pour aller là où ma voix pourra être utile. » Il se leva, inclina la tête et sortit sans ajouter un mot. Dehors, le ciel était lourd, mais en lui quelque chose s'éclairait. Peut-être pas une rédemption, mais une promesse, une possibilité. Et cela suffisait pour l'instant. Le jour suivant, Paris semblait reprendre son rythme ordinaire. Mais pour Hugo de la Cour, rien n'était tout à fait revenu à la normale. Il avait passé la nuit à tourner en rond dans son appartement vide, entre les fenêtres ouvertes sur la ville et les silences pesants de ses propres pensées. Le reflet de sa silhouette dans la baie vitrée ne lui évoquait plus l'homme conquérant d'hier, mais une figure floue, instable, presque étrangère. Une question ne cessait de le hanter. Comment avait-il pu passer 5 années à côté d'Élodie Martin sans jamais deviner l'étendue de ce qu'elle était? En fin de matinée, il sortit de chez lui, sans garde du corps, sans chauffeur, sans rendez-vous officiel. Il prit le métro pour la première fois depuis des années, assis parmi les passagers pressés et silencieux. Il se dirigea à nouveau vers Argenteuil, mais cette fois sans prévenir. Il savait qu'il n'avait aucun droit sur le temps d'Élodie, mais quelque chose en lui avait besoin d'un dernier échange, ou d'une ultime tentative. Elle lui ouvrit, vêtue simplement d'un chemisier blanc et d'un pantalon de laine. Elle n'était ni surprise ni contrariée. Elle fit un léger signe de tête et le laissa entrer comme la veille, mais cette fois sans mots. Hugo s'assit à la même place. Ses mains tremblaient légèrement. Il ne savait pas par où commencer. Élodie lui offrit une tasse de thé noir qu'il accepta en silence. Ce fut elle qui brisa le calme. « Vous êtes revenu ?»« Oui, » murmura-t-il, « parce que je n'ai pas fini de dire ce que je dois dire. » Il posa la tasse, croisa ses doigts, les serra fort. « Élodie, je ne suis pas ici pour me faire pardonner, ni pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je veux simplement reconnaître pleinement ce que j'ai été, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas vu, ce que j'ai refusé de voir. Pendant 5 ans, j'ai vécu entouré de murs que j'ai moi-même construits. Et vous étiez là, au cœur de cette maison, à porter ce que je croyais être de l'ombre, mais qui était en réalité de la lumière. » Elle ne réagit pas immédiatement. Elle le fixait avec calme mais sans pitié. Il poursuivit. « J'ai cru que votre silence était un vide. J'ai cru que votre discrétion était une absence. J'ai même pensé un moment que votre présence à ce gala serait une farce mémorable. Et pourtant, c'est moi qui ai été exposé. C'est moi qui ai été mis à nu. Non pas par vous, par moi-même. » Il baissa les yeux. « Je suis désolé. » Le silence qui suivit ne fut pas cruel. Il fut nécessaire. Élodie prit le temps de respirer, de le regarder, de mesurer ses mots. « Je ne veux pas de votre honte, Hugo, elle ne m'appartient pas. Ce que vous ressentez aujourd'hui est le fruit de votre propre regard qui enfin s'est ouvert. Mais ce que j'ai vécu pendant ces années, je ne le renie pas. Ce n'était pas une punition. C'était ma vie. Une vie choisie, difficile, mais vécue avec dignité. » Il acquiesça, les yeux humides. « Je comprends. Non, vous ne comprenez pas encore. Mais peut-être êtes-vous prêt à commencer. » Elle posa doucement sa tasse sur la table. Sa voix restait ferme, mais dénuée d'animosité. « Vous avez été un homme enfermé dans ses propres privilèges. Vous avez joué avec ma présence comme on joue avec une carte inattendue. Et ce jeu vous a échappé, parce qu'il n'en était pas un pour moi. Je n'ai jamais participé à votre pari. J'ai simplement accepté une invitation, et j'ai décidé de la vivre selon mes termes. » Hugo essuya une larme furtive, trop vite pour qu'elle puisse le lui reprocher. Il tenta un sourire brisé. « Vous avez toujours été bien plus forte que je ne l'aurais imaginé. Je ne suis pas forte, Hugo. Je suis entière. Ce que vous appelez force, c'est juste le refus de me réduire à vos attentes. » Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda les toits humbles de son quartier. Il la suivit du regard sans bouger.
Je vais accepter la proposition de Victor. Non pour fuir, mais pour construire. Ailleurs, autrement. Je vais continuer, d'apprendre, de transmettre, d'exister. Loin des salons dorés, mais au cœur de ce qui m'a toujours porté, la vérité. Celle des regards qu'on croise sans les voir, celle des vies qu'on juge sans les connaître. Hugo se leva lentement, comprenant que l'entretien touchait à sa fin. « Puis-je vous écrire ?» demanda-t-il. « Vous pouvez. Mais je ne vous promets pas de répondre, parce que ce que vous cherchez n'est pas en moi, c'est en vous. » Il inclina la tête respectueusement. Elle l'accompagna jusqu'à la porte. Avant de sortir, il se retourna. « Merci de m'avoir écouté. Ce n'est pas pour vous que je l'ai fait, Hugo. C'est pour clore un chapitre, pour pouvoir partir sans regret. » Elle referma doucement la porte derrière lui. Hugo resta un instant sur le palier, le cœur lourd, mais curieusement apaisé. Il venait de comprendre à travers cette rencontre que l'essentiel ne résidait pas dans le pardon, mais dans la prise de conscience. Il n'avait pas reçu l'absolution. Il avait reçu une leçon, et c'était peut-être ce dont il avait le plus besoin. Le lundi matin, un calme inhabituel régnait dans la maison de la cour. Les couloirs semblaient plus larges, plus silencieux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Dans la cuisine, les gestes étaient lents, mesurés. Les employés parlaient peu, comme s'ils anticipaient un événement solennel. Tout le monde savait que ce jour-là, Élodie Martin ferait ses adieux à la maison qu'elle avait servie pendant 5 années. Mais personne ne savait comment ce départ se déroulerait. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de personnel. C'était la fin d'un cycle, d'une présence, d'une époque. Élodie arriva peu après 8 heures du matin. Elle ne portait plus son uniforme habituel, mais une robe bleu pâle, à la coupe simple. Elle entra par l'arrière, comme elle l'avait toujours fait, salua ceux qu'elle croisait avec un sourire discret, puis se dirigea vers l'office où elle avait entreposé ses quelques affaires. 3 valises, une petite pile de livres, soigneusement ficelés, et un carnet de cuir épais fermé par un ruban rouge. Elle n'avait rien laissé au hasard. Chaque objet choisi pour son départ avait une valeur personnelle, mais aucune extravagance, rien de superflu. Elle emportait avec elle l'essentiel, ce qu'elle était, ce qu'elle avait appris et ce qu'elle allait devenir. Les employés, un à un, vinrent à elle. Certains, d'anciens moqueurs, se tenaient maladroitement, hésitant à parler. D'autres, plus sincères, lui adressèrent des mots simples mais profonds. Claire, la jeune gouvernante, fut la première à oser une étreinte. « Tu vas me manquer, Élodie. J'ai appris beaucoup à te regarder faire. Alors regarde encore, mais cette fois, regarde aussi en toi, » répondit-elle doucement. Puis vint le majordome, celui qui avait servi la maison avant même Hugo. Il s'approcha d'elle avec une solennité rare et lui tendit une enveloppe cachetée. « Ce n'est pas un adieu, c'est une reconnaissance. Vous avez changé quelque chose ici, pour de bon. » Elle prit l'enveloppe, hocha la tête. Aucun mot ne fut nécessaire. Tout avait été dit dans le regard. Vers 10 heures, la voiture envoyée par Victor Engel arriva. Discrète, sobre, sans chauffeur en uniforme ni tapis rouge. Juste un véhicule confortable, prêt pour un long trajet. Élodie descendit lentement l'escalier principal, pour la première fois. Elle ne le nettoyait pas, elle le descendait. En tant qu'invitée d'honneur de sa propre vie, les employés étaient alignés de part et d'autre du hall. Aucun mot, juste une présence, un respect silencieux. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle s'arrêta, tourna la tête, et dans un geste rare, presque solennel, elle inclina légèrement la tête devant eux, une révérence inversée. Ce n'était pas elle qui remerciait, c'était eux qui, sans le dire, la saluaient. Mais un regard manquait encore. Hugo. Depuis l'étage supérieur, derrière une fenêtre, il observait. Il ne descendit pas, il ne prit pas la parole. Il savait que sa présence physique ne changerait rien. Il avait déjà dit ce qu'il devait dire, et désormais, il ne pouvait qu'assister, en silence, à la dernière scène d'une histoire qu'il n'avait jamais su écrire correctement. Il la vit franchir le seuil, valise roulée par un portier discret. Il vit la voiture s'éloigner lentement, puis disparaître au coin de la rue. Et dans ce moment suspendu, un poids immense tomba de ses épaules. Il comprit qu'il ne reverrait sans doute jamais Élodie, mais il savait avec une certitude douloureuse qu'elle l'accompagnerait partout désormais. Car il ne regardait plus le monde comme avant. Il ne voyait plus les visages de ses employés de la même façon. Chaque voix, chaque geste portait
désormais une profondeur qu'il s'efforçait de percevoir. Il posait des questions, il écoutait, il observait avec l'attention qu'il avait si longtemps réservée aux chiffres et aux murs de ses immeubles. Dans les jours qui suivirent, il fit distribuer un message manuscrit à tous les membres de son personnel. Il n'y parlait pas de pardon, il y parlait de gratitude, de prise de conscience, de son engagement à ne plus jamais ignorer ceux qui construisaient, jour après jour, le confort dont il profitait. Et surtout, il fit installer dans l'entrée de la maison une petite plaque discrète. Sur fond d'acier brossé, quelques mots simples à Élodie Martin, pour avoir éclairé ce que tant d'autres préféraient de pas voir. Personne ne fit de commentaires, mais chacun, en passant devant, posait les yeux sur cette plaque avec un respect nouveau. Élodie, elle, était déjà en route pour Genève. Le train traversait les plaines encore voilées de brume. Elle lisait, annotait un dossier que Victor lui avait transmis. Ses yeux étaient concentrés, sa main ferme. Il n'y avait pas de nostalgie, pas de mélancolie, seulement une lucidité calme, une paix intérieure. Elle avait quitté une maison, mais elle n'avait rien laissé derrière. Car ce qu'elle était, personne ne pourrait plus jamais l'enfermer entre quatre murs. 6 mois plus tard, l'histoire d'Élodie Martin ne faisait plus la une des journaux, mais elle n'avait pas disparu pour autant. Elle s'était simplement transformée en sédiment, en fondation silencieuse de nouvelles initiatives, de conversations réorientées, de regards modifiés. Ce que les médias avaient un temps appelé l'effet Élodie n'était pas un phénomène de mode. C'était un mouvement diffus, persistant, qui changeait les choses lentement, mais durablement. À Genève, Élodie travaillait désormais comme consultante principale dans un programme de restructuration sociale pour des communautés rurales du Maghreb. Elle voyageait régulièrement entre réunions avec des équipes locales, formations sur le terrain et échanges avec des institutions internationales. Ses connaissances théoriques s'ancraient désormais dans le réel, nourries par des rencontres, des récits, des gestes de vie. Elle n'enseignait pas. Elle écoutait, traduisait, liait. Elle tissait des ponts là où d'autres auraient érigé des murs. Elle ne parlait presque jamais de son passé dans la maison de la cour. Non par honte, mais parce qu'elle avait tourné la page. Cette période faisait partie d'elle, mais ne la définissait pas. Ce qu'elle bâtissait à présent était plus vaste que tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Elle inspirait ses collègues, non par des discours, mais par la cohérence entre ses actes et ses valeurs. Et parmi les femmes qu'elle rencontrait dans les villages, dans les écoles, dans les ateliers communautaires, elle reconnaissait ce feu discret, cette force tranquille qui avait longtemps été la sienne. Pendant ce temps, à Paris, Hugo Delacour avait changé. Pas radicalement, pas au point de devenir un homme nouveau du jour au lendemain, mais suffisamment pour que son entourage le remarque. Il avait renoncé à certaines habitudes, cessé les dîners prétentieux, réduit son exposition médiatique. Il passait plus de temps dans les réunions internes, parlait aux employés de tous les niveaux, posait des questions sincères. Il avait lancé, en partenariat avec 2 fondations, un programme nommé « Regard oublié », une initiative dédiée à la formation et à la promotion des travailleurs domestiques, à leur accès à l'éducation supérieure, à la reconnaissance de leurs compétences invisibles. Il ne faisait pas cela pour redorer son image. Il ne cherchait pas à compenser ni à se racheter. Il le faisait parce qu'Élodie Martin lui avait appris, par sa seule existence, que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à voir l'autre dans toute sa complexité. Elle ne l'avait pas humilié, elle l'avait éveillé. Et cet éveil, bien que douloureux, avait donné naissance à une forme nouvelle de responsabilité. Parfois, dans ces instants de solitude, il relisait la lettre qu'elle lui avait laissée avant de partir. Une seule page, écrite d'une main ferme. Elle y parlait de regard, de jugement, de silence. Et elle concluait par une phrase simple, « Ce que l'on voit dépend toujours de la manière dont on regarde ». Cette phrase, il l'avait fait graver discrètement au-dessus de son bureau. Elle guidait désormais ses décisions. Les journaux économiques, intrigués par cette métamorphose, publièrent des portraits contrastés. Certains louaient sa transformation, d'autres y voyaient une stratégie. Mais ceux qui travaillaient avec lui sentaient la différence. Le regard qu'il posait sur eux n'était plus le même. Il y avait dans son silence une forme d'écoute. Dans les salons mondains, le nom d'Élodie revenait parfois. Certains s'en souvenaient comme d'un épisode curieux, une parenthèse, étrange dans leur calendrier mondain. D'autres, plus lucides,
comprenait qu'elle avait incarné ce qu'aucune robe, aucun bijou, aucun réseau ne pourrait jamais offrir, la vérité nue, sans phare, sans jeu. À Genève, un matin, Élodie reçut une enveloppe portant le sceau d'une fondation éducative africaine. À l'intérieur, une invitation à donner une conférence sur les structures sociales invisibles dans les grandes métropoles. Elle accepta, non pour parler d'elle, mais pour parler de toutes celles et ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas, mais qui, dans l'ombre, façonnent silencieusement le monde. La veille de sa conférence, elle ouvrit son carnet de cuir, celui qu'elle remplissait depuis des années. Elle y ajouta une nouvelle page, elle y nota « Ils ont ri, j'ai marché, ils ont regardé, j'ai parlé, ils ont jugé, j'ai existé. » Puis elle referma le carnet et sourit, car elle savait à présent que sa force ne venait pas du regard des autres, mais de la fidélité à ce qu'elle était. Elle n'avait pas gagné une guerre, elle avait montré qu'il n'y en avait jamais eu. Il n'y avait eu qu'un immense malentendu sur la valeur. Et aujourd'hui, ce malentendu commençait à se dissiper. L'effet Élodie n'était pas une légende, c'était un rappel, qu'un seul geste, une seule parole, une seule femme pouvait suffire à réveiller une conscience, à faire tomber un masque, à redonner à la dignité son vrai visage, et dans chaque regard changé, dans chaque décision repensée, dans chaque pas fait vers l'autre, elle laissait une trace, silencieuse, mais indélébile.